Alors, indicateur, ça vient de indicare en latin, qui veut dire guider. Donc, un indicateur, contrairement à un critère, qui vient du grec et qui veut dire jugement, l'indicateur, c'est ce qui va effectivement nous donner un repère, nous guider dans un chemin à réaliser. Et un indicateur, pour qu'il y ait un guide, il faut qu'il y ait une vision. Et ça, c'est souvent un grand problème. On a tendance de parler des indicateurs avant de savoir où on veut aller. Il faut savoir que les indicateurs accompagnent nos vies. Par exemple, on prend la température de nos enfants pour voir s'ils sont malades, si on va les garder à la maison ou s'il va falloir appeler le médecin. On parle aujourd'hui effectivement aussi souvent de la météo, donc de la température. Et alors la nouveauté, c'est qu'on nous parlait toujours de la température réelle et on nous parle maintenant de la température ressentie, ce qui amène à légitimer progressivement le fait que l'objectivité ne vient pas que d'une dimension chiffrée mathématique, enfin élaborée avec des méthodes mathématiques. Les indicateurs façonnent nos vies. Voire ils les instrumentalisent parfois, c'est aujourd'hui le produit intérieur brut qui finalement avait une vocation mais qui sert à autre chose, c'est-à-dire soi-disant à parler de l'état de santé de nos nations, aujourd'hui dirige complètement nos vies. Donc l'enjeu des indicateurs est majeur. Il faut savoir aussi que les indicateurs peuvent être lus de façon différente. Donc il y a un enjeu majeur là derrière aussi de qu'est-ce qu'on cherche à nouveau. Par exemple, si je prends le nombre de nationalités en Seine-Saint-Denis, soit j'ai une vision qui considère que les personnes venant d'ailleurs sont un danger, donc ça va être un indicateur d'alerte, ou bien je considère que la diversité culturelle et l'interaction entre les cultures est un plus, et à ce moment-là, je vais en faire un élément positif, notamment parce qu'il y a plus de nationalités représentées en Seine-Saint-Denis qu'à l'Organisation des Nations Unies. Alors le pauvre PIB, j'ai envie de dire, parce qu'on lui fait des critiques dans la mesure où on l'a utilisé sur des fonctions qui n'étaient pas les siennes. Son créateur avait dit, attention, le PIB va parler des flux monétaires, mais ne l'utilisez jamais pour traiter de l'état de santé des nations. Or, c'est ce qu'on a fait, puisqu'aujourd'hui, le PIB, depuis plusieurs décennies, est devenu l'indicateur phare. À partir de ce moment-là, ça veut dire que toutes nos vies sont dirigées à partir du flux financier, des flux financiers. Et que l'un des problèmes du PIB, si on s'en sert de cette façon, c'est qu'il ne comptabilise pas, enfin, il comptabilise de la même façon les flux financiers qui créent du plus sociétal et les flux financiers qui illustrent des destructions. Aujourd'hui, si on veut faire monter le PIB, on a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'accidents de voiture. Parce qu'effectivement, on aura derrière les flux financiers des assurances, les flux financiers des soins, les flux financiers de la voiture qu'on emmène à la casse et les flux financiers de celle qu'on rachète. À partir de ce moment-là, effectivement, il est un vrai problème. Et la critique qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que lu comme un phare des nations, alors qu'il n'est pas fait pour ça, il permet d'avoir une mainmise en fait, des décisions à prendre par les économistes et en plus aujourd'hui par les financiers. Souvent, effectivement, quand on veut réfléchir au déclassement du PIB, du produit intérieur brut, on parle d'indicateurs alternatifs. Mais parler d'indicateurs alternatifs, en fait, ça ne permet pas vraiment de changer de posture. Ça veut dire qu'on laisse la suprématie au PIB et on vient chercher ce qui vient le compléter. Donc l'indice de développement humain, l'indice de santé sociale, l'indice de participation des femmes, qui sont très intéressants en soi, mais qui ne permettent pas ce déclassement. Quand on parle des indicateurs de richesse, avec un S, on va parler de ce qui compte le plus, des richesses qu'on veut transmettre. Et dès lors, la question financière, monétaire, sera sans doute une valeur, une richesse qu'on va évoquer, mais pas la seule. Et elle sera mise au même niveau que les autres. Là, on passe vraiment à un changement de posture, à un autre pas pour aller vers une transformation radicale du modèle de développement. Quand on parle d'indicateurs de richesse, on renvoie souvent aussi à la question des indicateurs de bien-être, par exemple. La différence entre les deux,
On tire ça de l'analyse des expériences en cours et je voudrais insister sur le fait que toutes les initiatives sont intéressantes. Il n'y en a pas une qui est plus avancée que l'autre. Le fait qu'on cherche nombreux à partir de clés différentes nous permettra peut-être de trouver une ou des voies très pertinentes. Aujourd'hui, c'est vraiment le chemin qu'on mène les uns et les autres qui va permettre là aussi de changer notre façon de mesurer et de compter. Mais le bien-être, en fait, part de l'individu. Avec les failles que ça veut dire à un moment donné, c'est-à-dire le cumul, c'est le principe de l'intérêt général en français. Ce n'est pas le cumul des intérêts particuliers qui fait société. De la même façon, ce n'est pas le cumul du bien-être individuel qui va faire bien-être collectif. Donc quand on parle des richesses, on parle d'abord effectivement du bien vivre pour tous ensemble dans un environnement préservé et partagé. Et a priori, ça change la donne, y compris pour réfléchir aux actions à mener. Quand on parle d'indicateurs de richesse, une des difficultés qu'on a également, c'est de sortir de cette idée que les indicateurs servent à se comparer, forcément. Et notamment servent à se comparer de territoire en territoire, avec derrière l'idée que se comparer pour se mettre en concurrence et en compétition. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, si on veut penser une nouvelle mondialité, la logique c'est de réfléchir aux solidarités et aux complémentarités. Il y a déjà des indicateurs pour se comparer, il y en a plein. Donc moi je fais partie des gens qui pensent que les indicateurs de richesse doivent permettre à faire dialogue sociétal, dialogue territorial et dialogue avec les autres territoires. Dès lors, une fois qu'on a tracé tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, si on parle de richesse, de ce qui compte le plus, la question va se poser, mais qui détermine ce qui compte le plus ? Et de la même façon, je fais partie des gens qui pensent que nous sommes tous légitimes à déterminer ce qui compte le plus, que c'est un enjeu démocratique, et qu'il faut sortir de la situation actuelle où finalement des économistes, même s'ils sont très éminents, tracent pour nous ce qui fait richesse. Mais là aussi, c'est un vrai changement de culture, notamment en France, dans les pays cartésiens, puisque ça veut dire qu'on reconnaît à valeur égale l'expertise académique, l'expertise technique, l'expertise des élus, et aussi l'expertise du vécu, qui dépasse celle de l'usage. Je donne souvent l'exemple de l'eau. Nous sommes des citoyens de l'eau avant d'être des usagers des services de gestion des eaux. Parler des indicateurs de richesse, ça nous ramène à l'essentiel. Ça nous ramène à la question des biens communs. Des biens communs, ce qui permet la vie humaine, c'est-à-dire l'eau, l'air, la biodiversité, les sols et le soleil, et ce qui permet de faire société. La diversité culturelle, comme enjeu des interactions entre les cultures, l'éducation et la paix. Si un territoire reprend pour lui-même la question de ce qui est essentiel, il va trouver effectivement des façons de repenser son modèle de développement pour lui et en lien avec les autres. Faites l'exercice. Tous les gens qui se sont mis à discuter de richesse entre eux sont sortis de cette discussion en repartant d'une autre position en termes de confiance. Nous sommes dans une société de défiance. La confiance est l'un des chemins, est un des enjeux pour trouver le bon chemin. Tentez ça et vous serez vous aussi des avant-courriers d'un monde meilleur.